Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur les défauts de la Tesla Model 3 et accessoirement Model Y, vu qu'elles se ressemblent beaucoup. Je parle des défauts de la Tesla Model 3, mais aussi en fait de mon expérience chez Tesla. Et je vais profiter en fait de ce début de vidéo pour vous montrer en fait un souci que j'ai rencontré quand j'ai voulu prendre rendez-vous avec le Tesla Center. Parce que là du coup on est sur l'application. J'ai essayé de les appeler en fait à plusieurs reprises, à plusieurs heures différentes au cours de la journée. Hyper compliqué de les joindre. J'ai réussi à les joindre une fois pour poser la question. On m'a demandé donc de planifier un entretien, ce que j'ai fait. Donc là j'ai planifié un entretien. J'avais un bruit au niveau de la pédale et donc j'avais choisi ça. Voilà, et on me demande donc de joindre une photo. Alors je vais mettre n'importe quoi, hein. C'est juste pour le fun, juste pour l'explication. Et voilà, donc je mets ma photo. Je vais pouvoir passer sur la page suivante, normalement. Ah oui, il faut décrire, pardon. Je décris, donc je vais taper n'importe quoi, je continue. Voilà, donc j'ai mon adresse qui était déjà rentrée. Ici, on voit que le prochain rendez-vous, c'est pour le 24 novembre, donc c'est dans 11 jours exactement, à 53 km de chez moi, à Saint-Martin, du côté de la Belgique. Et moi, le plus proche de chez moi, c'est celui de l'Équin, à 9 km. Donc forcément, j'ai pas envie de me taper une centaine de kilomètres pour aller faire une intervention sur ma voiture. Et surtout si j'ai un problème un peu plus grave, je sais pas moi, des bruits au niveau des roulements ou au niveau des barres stabilisatrices ou des. J'ai déjà vu en fait des soucis de ce type-là. On n'a pas forcément envie de faire de gros trajets dans ces conditions-là. On a ici également donc Zaventem, donc du côté de Bruxelles, qui se trouve donc à 99 km de chez moi. Et on a Arcelard, toujours en Belgique, à 104 km. Donc tout ça, c'est loin et moi je veux absolument être à l'Équin. Je ne veux pas faire un trajet d'une centaine de kilomètres pour une intervention qui va me prendre une demi-journée ou une journée, quoi. Et donc on va regarder les disponibilités pour les quins. Donc là on est sur le 25 novembre, le 26 novembre, le samedi dimanche c'est fermé, le lundi 29 novembre toujours pas de créneau, le 30 novembre c'est full, le mercredi 1er décembre c'est full, le 2 décembre on a de la dispo. Et donc ça c'est la prochaine journée, donc je rappelle on est le 13 novembre. Et donc y a quasiment rien sur les 20 prochains jours, pas de disponibilité sur les 20 prochains jours. Et donc je trouve ça un petit peu dommage pour des interventions qui peuvent être plus ou moins, on va dire, urgentes. Moi, si jamais j'ai besoin, par exemple, donc il faut anticiper, ça c'est la première chose. Et moi, ce que j'ai dû faire, en fait, vu que j'arrivais pas à les joindre par téléphone et que moi, à l'époque où je voulais avoir l'intervention, j'avais aucune date de disponible pour les 15. C'est-à-dire que j'avais pas autant de jours ici. J'avais peut-être 2-3 jours. Et partout où je cliquais, en fait, il n'y avait jamais les quins qui m'étaient proposés. Donc là, c'est déjà mieux, hein. On a des journées, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Donc je sais pas si c'est une amélioration ou si c'est un coup de bol. Mais du coup, moi, je me suis rendu directement au service center, hein, à 15 km de chez moi, parce que j'ai la chance d'avoir ce service center pas loin de chez moi. Et du coup, le problème que j'avais a été résolu en même pas 5 minutes par le commercial en fait, un des commerciaux, et même pas quelqu'un qui venait de l'atelier ou même pas forcément un technicien. Et donc ça c'est quelque chose, enfin c'est, je vais dire, j'ai un coup de bol. Quelqu'un qui habiterait à 100 ou 200 km, il ferait pas ce trajet-là en débarquant chez Tesla pour une broutille en fait de 5 minutes qui aurait été réglée. Et moi, quand on m'avait vendu la voiture, en fait, la commerciale m'avait dit que j'aurais un ranger qui pourrait se déplacer, hein, pour des choses qu'on n'a pas forcément besoin de faire au niveau du service center. Donc pour moi, c'était des gros changements où ça nécessite beaucoup de matériel. Donc, je sais pas moi, remplacer un toit panoramique.
ou remplacer une batterie par exemple. Effectivement, moi je vois sur les groupes que je suis ou les forums que les rangers peuvent intervenir, par exemple pour changer un feu ou réparer des broutilles, mais moi on me l'a jamais proposé en tout cas dans le nord de la France. Donc ben, mettez-moi en commentaire hein, qu'est-ce que vous avez comme retour, parce que quand je regarde un petit peu les vidéos qu'on a dans le nord, on a Tesla Geek qui a dû faire ses allers-retours au Tesla Center, donc il est un peu comme moi, hein, enfin, il habite dans la même ville que moi en plus, et donc ça ne le gêne pas de faire l'aller-retour, et donc voilà, on a Tesla 3 qui vient je crois de Dunkerque, et pareil il fait l'aller-retour, et quand il a voulu changer, je sais plus c'est quelle chose sur sa voiture, il a dû passer une journée en fait chez Tesla. Et donc pas de Ranger apparemment du côté du nord. Je me trompe peut-être, mais c'est mon expérience en tout cas. Donc voilà, il faut les appeler si c'est possible. Je pense que quand on fait le dépannage, oui, mais pour des interventions comme ça, c'est compliqué de faire venir un ranger. Moi, on me l'a jamais proposé et apparemment, je suis pas le seul. Et il faut absolument, quand c'est possible, bah, se déplacer sur place à la limite pour avoir un rendez-vous plus rapide. Je pense que ça peut être une solution, même si bah, quand on habite loin, on n'a pas cette chance et c'est un peu plus compliqué à gérer. Voilà. Bon, on va continuer sur la vidéo. Autre point gênant, alors j'aurais fait une vidéo maintenant qu'il pleut concernant les cuinements des vitres. Alors je comprends pas en fait pourquoi est-ce que chez Tesla ils ont pas fait de test suffisant, je pense, lorsqu'il pleuvait, etc. Qu'en fait ce qui se passe c'est que là je vais ouvrir la vitre, donc là je vais prendre celle d'arrière. Voilà. Donc outre le fait en fait que les vitres arrière ne s'ouvrent pas beaucoup, bah, elles font pas mal de bruit. À l'avant elles faisaient beaucoup de bruit aussi. Là ça a tendance un petit peu à le faire un petit peu moins. Vous voyez en fait ça le fait toujours. Voilà, et de ce côté. Voilà, donc c'est un peu la honte quand on arrive au McDo. Alors je vais pas souvent au McDo, mais je m'imagine déjà ouvrir ma fenêtre et que ça fait un cuinement comme ça. Et certaines personnes disent que c'est à cause des vitres sans montant. Mais en fait c'est pas le cas, parce que sur mon autre voiture il y a également pas de montant. Et j'ai jamais eu ce problème là. Donc il y a une solution, a priori il faut mettre du silicone hein, au niveau des joints. Mais bon, Tesla aurait pu le faire quoi. C'est pas quelque chose que j'aurais dû faire. Voilà, un autre point en fait, ça concerne la marche arrière. Donc en fait, la caméra à l'arrière n'est pas protégée de la pluie et donc et des intempéries, donc elle a tendance à être sale. Donc là aujourd'hui il pleuvait, j'ai roulé un petit peu ce matin et si je mets ma marche arrière, alors je mets le code, je vais mettre la marche arrière. Voilà. Donc là en fait on se retrouve avec une caméra qui est un petit peu floue parce qu'il y a des gouttes d'eau et elle n'est pas à 180 degrés. C'est-à-dire que moi quand je sors de ma place de parking, je vois pas vraiment en fait les voitures qui arrivent sur le côté. On voit ici je dirais peut-être à 150 degrés, quelque chose comme ça. On voit quelqu'un qui passe derrière justement, un voisin. Et donc en fait là on voit pas bien en fait quand les voitures arrivent. Et précédemment sur la Mercedes, on voyait très bien. Voilà, donc je me trouve là dans la Mercedes. Et donc si je me mets en marche arrière, hop, on voit ici hein, sur l'écran que on voit donc ce qui se passe à l'arrière. En fait il y a un truc qui est pas mal, c'est ça. En fait, si je me mets sur ce mode, je vais voir en fait beaucoup plus large. Et donc je vois vraiment les voitures de la route qui arrivent, donc de part et d'autre. Et donc ça c'est vraiment pas mal. Je me disais, je suis en train de rêver, hein, mais là quand je recule, voilà, on voit vraiment bien. La caméra elle se trouve ici et donc elle est vraiment rangée en fait. Et quand je parlais d'une utopie, ce que moi j'aurais bien aimé en fait sur la Tesla, c'est qu'il y ait deux caméras. Une qui filme en fait, parce qu'en fait c'est la dashcam et donc elle filme en permanence hein, ici.
Donc celle-ci elle est complètement exposée, mais qui est une deuxième caméra qui serve aux manœuvres, donc en marche arrière, etc. Et donc qui soit rétractée, qui s'ouvre comme sur la Mercedes. Et donc ça permettrait d'avoir quelque chose de plus sympa en termes de sécurité et puis visibilité. Ensuite, un autre aspect qu'il faut prendre en compte avec cette voiture, c'est le freinage régénératif. Donc quand il fait plutôt frais, ce qui est le cas en ce moment, la voiture a moins de freinage régénératif. Et donc ça, faut également l'anticiper. La voiture, quand elle est froide, alors ça c'est propre à tous les véhicules électriques, il faut savoir la préchauffer avant de la charger. Donc tout ça en fait, moi qui viens d'un véhicule thermique, c'est des choses à réapprendre et forcément c'est pas forcément évident. Avant j'arrivais à la station service, je faisais le plein et basta. Là il faut rentrer, il faut se mettre dans la tête, voilà, faut pas oublier de préchauffer la batterie. Une fois qu'elle est chaude, seulement on va pouvoir la charger à bonne vitesse. Le freinage régénératif, faut faire attention parce que quand on lève le pied, ça freine un peu moins. Donc il y a des petites choses sur lesquelles il faut s'adapter. Voilà. Ensuite, un autre petit détail agaçant, je vais passer à l'arrière, enfin non, je vais même pouvoir le faire depuis devant, c'est les vitres. Hop là. Voilà. Là, la vitre arrière, elle est baissée au maximum. Et donc, bon, c'est quand même pas génial, quoi. Il y a quand même un gros bout qui dépasse. Et du coup, quand on ouvre la vitre, la porte, pardon, ça fait moins classe quand même, on va dire. Autant l'avant se baisse complètement, et ça, je trouve que c'est bien. Là, si je le baisse, voilà, c'est nickel. Mais à l'arrière, il y a ça, quoi. Ça fait 15 cm. Donc c'est vraiment pas génial. Je vais retourner à l'intérieur de la Mercedes. Hop. Ici, on va avoir la trappe à ski. Voilà, la trappe à ski qui s'ouvre de l'intérieur de la voiture. Pardon, du coffre, pardon. Voilà, et ici, je vais avoir ma petite trappe qui est aimantée. Et donc là, je vais pouvoir mettre des objets de bonne longueur. Ça, sur la Tesla, je l'ai pas non plus. Hop. Ici, quand on abaisse ça, c'est dommage parce que ça aurait été un truc qui coûtait pas très cher, mais pas de trappe à ski. Ensuite, un autre point concernant les bruits. Donc en fait la voiture, elle n'est pas vendue en tant que voiture premium. C'est une voiture qui coûte quand même cher. Et ce qui se passe, c'est que les bruits de roulement et de vent en fait sur l'autoroute sont quand même importants. De vent peut-être un petit peu moins, mais les bruits de roulement sont quand même assez conséquents parce qu'en fait on a des pneus en 235 et donc ça fait quand même un petit peu de bruit. La voiture est pas hyper insonorisée, donc autant en ville ça fait pas de bruit et on n'est pas très gêné en fait par le fait qu'il y a des voitures à côté, etc. Ça va. Par contre, quand on monte sur l'autoroute, je la trouve un peu plus bruyante au final que la Mercedes à vitesse stabilisée. Donc ça, c'est une chose je m'attendais un petit peu mieux quand même du côté de Tesla. Ça fait quand même un peu de bruit. Voilà, faut pas s'attendre à ce que ce soit comme sur un bon gros 6 cylindres, on est sur l'autoroute à 130 avec le moteur à 1500, même pas 2000 tours minute. Là, c'est pas le cas. Voilà, ensuite, un autre point que je trouve un petit peu, qui m'inquiète un petit peu quand je regarde la voiture, c'est ce fameux port de charge. Parce qu'en fait, le port de charge, quand on appuie là, donc il s'ouvre. Jusque là, pas de souci. Par contre, il n'y a qu'une petite charnière là qui le tient. Et ça fait vraiment un peu cheap, quoi. Quand je touche là, vous voyez, c'est pas très rassurant. Je sais pas ce que ça va donner en hiver quand ça gèle. Quand ça va geler, c'est pareil pour les vitres et les poignées. Je sais pas trop à quoi m'attendre.
parce que s'il y a de l'humidité qui rentre dans ces poignées, est-ce qu'on arrive à les ouvrir? C'est une bonne question, je ne sais pas. Par contre, le port de charge, si jamais ça gèle, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc bon, ça c'est une réserve. Je vois que je suis un petit peu inquiet par rapport à ça, on va dire. Moi, je me suis rendu compte aussi quand on ouvre et qu'on ferme ce coffre, et le coffre, quand il n'a pas été ouvert pendant quelques jours, quand je l'ouvre, donc hop, voilà, ça va, il galère pas, mais des fois je trouve qu'il faut un peu l'aider en fait. On est obligé de lui donner un petit coup de main pour qu'il puisse s'ouvrir. Voilà. Un autre point que j'avais remarqué sur la Tesla, c'est au niveau des feux en fait. Alors là on le voit pas, mais parfois j'ai de l'humidité en fait qui vient là. Et donc pareil, ça sur une voiture neuve, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, hein, il y en a beaucoup. Et a priori il n'y a pas que Tesla qui a ça. Mais quand c'est humide, ici on se retrouve avec de l'humidité. Et ça, pareil, moi je l'avais pas sur mon ancienne voiture. Là j'ai aucune humidité depuis que je l'ai, et pour moi c'était très très bien. Voilà. Voilà, ensuite, un autre truc que j'ai remarqué quand je conduisais, c'est... alors je vais pas pouvoir vous le montrer là, parce que je conduis pas. Mais quand on lance l'autopilote, la vitesse en fait ne s'adapte pas. La voiture lit les panneaux, donc il n'y a pas de souci, elle est capable de lire les panneaux. Par contre, elle s'adapte pas forcément à la vitesse. Donc quand il y a un panneau 90, qu'on passe à 110, bah, elle réaccélère pas forcément. Et l'inverse, c'est un peu plus grave, on passe de 110 à 90, et pareil, elle va pas faire l'adaptation de la vitesse. Et donc j'ai remarqué qu'elle faisait de temps en temps, mais pas systématiquement. Donc c'est ça qui est un peu embêtant, parce que si elle le faisait systématiquement, bon, on se poserait pas de questions, ou si elle le faisait jamais, bon, on saura qu'il faudra rester vigilant et le faire tout le temps. Et là en fait elle le fait de temps en temps, et du coup on a plus tendance à moins faire attention, et puis jusqu'au jour où on se fait flasher, et puis et voilà, et puis on dira que c'était de la faute de la voiture, elle n'avait pas ajusté la vitesse. Donc ça c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que pour moi c'est juste le software en fait. Il y a juste à retravailler en fait le logiciel pour avoir cette fonction. Voilà. J'arrive à la fin de cette vidéo, mais j'ai encore un point, et il fait peut-être pas encore tout à fait assez sombre, et c'est pour ça en fait que j'ai fait cette vidéo en fin de journée. En fait je dis fin de journée, mais il est que 17h30. En fait la voiture elle est assez sombre, donc moi j'ai malheureusement j'ai pas eu la possibilité en fait. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Tesla donne la possibilité de choisir avant, lors de l'achat de la voiture, ou même après, puisque la voiture est déjà équipée, mais de pouvoir activer certaines choses, et notamment en fait l'intérieur premium, qui permet d'avoir en fait des lampes à l'intérieur de la voiture qui éclairent en fait au niveau des pieds, etc. Là, ce qui se passe en fait dans la voiture, c'est que le seul point de lumière qu'on a, c'est ça. On a ici une lumière qui s'allume quand on a ici dans la boîte à gants, enfin pas dans la boîte à gants, mais la console centrale. Et par contre au niveau des pieds, on sait qu'il y a des lumières qui sont déjà installées, je les ai vues, elles s'allument légèrement, mais en fait sur ma voiture elles sont pas actives, donc sur les ACR+, elles sont pas actives, et donc on se retrouve avec un habitacle qui est hyper sombre la nuit, et moi qui proviens donc de la Mercedes, les Mercedes c'était même complètement l'inverse, c'était un peu sapin de Noël. Je vais vous montrer. Quand on arrive dans la Mercedes, bon forcément là il y a plein de lumière, mais sur la Mercedes à ce niveau là on a de l'éclairage. Donc là on est sur le siège, à l'arrière c'est pareil, on a de l'éclairage au niveau des appuis-têtes, on a les mêmes éclairages au niveau des pieds, et puis ça change de couleur en plus. Donc moi en fait elle change de couleur lors de l'entrée dans la voiture.
mais et également sous les sièges à l'arrière en fait. Hop, on a de la lumière rouge là et qui change de couleur. Et donc ça sur la Mercedes, on a toujours un peu de lumière en fait. Là vous voyez ça s'allume et je trouve que ça, ça coûte que dalle. Et ils auraient mieux fait de le laisser ou au moins de laisser la possibilité au client d'acheter cette option. Hop. Voilà. D'acheter cette option pour au moins se dire voilà, pour ceux qui veulent, on peut dépenser 100 ou 200 euros, j'en sais rien, mais pour avoir ces petites lumières quoi. Et là vous voyez en fait là, les lumières elles éclairent vraiment très bien au niveau des pieds. Et là quand je l'éteins, ça s'éteint. Donc ça c'est super. Et sur l'écran en fait on va pouvoir ici, alors j'ai démarré la voiture. Voilà. Voilà, donc ici on peut choisir l'éclairage d'ambiance de la voiture. Et donc ici il y a plein de couleurs en fait. Donc je vais vraiment pouvoir choisir la couleur que je souhaite. Et donc comme je disais tout à l'heure, là j'ai pris violet. Voilà au niveau des pieds, je crois qu'on voit pas bien. J'essaie de trouver peut-être une couleur un peu plus claire. On voit pas on voit vraiment pas bien. Là au niveau des feux, de la poignée on l'a, au niveau ici de la porte on l'a. Et donc ça c'est, j'ai trouvé ça, dans la Tesla il fait vraiment très sombre quoi. Il n'y a pas de lumière. Ça fait limite bizarre. Voilà. Et donc je pense que j'ai à peu près fait le tour des points que j'avais à remonter, que je souhaiterais voir chez Tesla. Je parle pas, j'ai pas parlé des enceintes. Il y a forcément donc un son premium qui est sur les modèles LR et Performance qu'on n'a pas sur la SR+, ou la modèle 3 tout court maintenant, comme elle s'appelle. Et par contre on a des haut-parleurs à cet endroit-là qui n'ont pas été activés sur la SR+, et ça pareil je trouve dommage que on soit obligé de passer par du aftermarket pour les activer, sachant que ça peut faire sauter la garantie. Plutôt que de mettre, je sais pas moi, 30-40 euros à passer par un truc, à devoir démonter la moitié du tableau de bord pour passer des câbles, j'aurais préféré rajouter 100 euros et avoir un truc qui provenait de chez Tesla qui fait pas sauter la garantie quoi. Donc ça c'est plein de petits points. Je comprends un Tesla qui souhaite vendre des LR+ ou des performances plus que de la SR+, mais vu comme c'est déjà installé dans les voitures, pourquoi est-ce qu'ils font pas l'effort? En plus ça leur fait de la plus-value quoi. Donc je vois même pas trop l'intérêt de limiter ça. Voilà. Donc expérience, pour résumer, expérience client qui est pas génial, le service Tesla franchement. Autant quand on arrive sur le service center on est bien accueilli, j'ai jamais eu de soucis avec les personnes avec qui j'ai pu communiquer. Par contre c'est pas ils sont pas aussi disponibles que chez d'autres concessionnaires, donc ça c'est clair et net. Moi quand j'ai récupéré ma voiture il y avait une dizaine de personnes qui étaient présentes dans un tout petit service center. Je vous l'ai dit, il y a de l'espace pour une voiture en fait dans le showroom. Et donc c'est un peu une usine en fait. Les personnes sont pas, les Tesla Advisor en fait sont pas très disponibles pour nous, et faut faire un peu la queue quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et je pense que ça fait partie bien sûr de la stratégie de chez Tesla de vendre des voitures rapidement et de pas passer trop de temps. Par contre en tant que client il faut le savoir avant d'y aller quoi. Soyez pas surpris, surtout si vous venez d'une marque premium où vous avez l'habitude de vous faire choyer etc. Là on m'a proposé un café lors du retrait de la voiture et puis voilà quoi, c'est tout. J'ai pas eu de cadeau quand j'ai récupéré ma voiture. Il n'y a pas de négociation possible. C'est toujours un petit peu on va dire froid pour avoir des petits cadeaux ou des choses comme ça c'est sûr. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont pu l'avoir. Mon beau-frère au retrait de sa voiture il a eu
un mug, il a eu comment on appelle ça, une gourde comment dire, qui maintient la température, et il a eu je sais plus, un parapluie, un truc comme ça. Et ça, moi, j'ai pas pu l'avoir, quoi. J'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est le jeu. Et lui, il avait rien demandé en plus, donc je sais même pas comment il a fait. Peut-être que les Tesla Advisor étaient charmés et tout, donc ils lui ont donné, mais moi, j'étais pas assez charmant, donc voilà. Donc voilà pour le service center, et pour globalement ce que j'ai à dire sur la Model 3. Bien sûr, enfin tout ce que j'ai dit, ça reflète forcément pas, parce que j'ai fait une autre vidéo où je parlais de la voiture sur ses bons points, et je me rends compte qu'il y en a plein encore que j'ai pas cité. Mais là, c'est les points en fait sur lesquels je pense Tesla peut s'améliorer, et donc que ce soit propre à Tesla ou propre à la Model 3. Voilà. N'hésitez pas à faire vos commentaires, hein, comme d'habitude. Je suis sûr qu'il y aura plein de gens qui vont me dire bah, Philippe, tu dis n'importe quoi, ça c'est, je comprends même pas pourquoi tu dis ça. Et donc encore une fois, c'est uniquement mon avis, c'est uniquement par rapport à ma précédente voiture, hein, qui était peut-être un peu plus confortable que ce que j'ai là dans la Tesla. Et quelqu'un qui provient, je sais pas moi, d'une i208 ou d'une 208 ou d'une C3 ou d'un modèle peut-être de gamme inférieure, il se rend pas forcément compte de tout ça. Par contre, quelqu'un qui provient d'une marque premium va se rendre compte que les finitions sont pas du même niveau en fait que les voitures allemandes, on va dire, qui manque quelque chose, que au niveau confort dans la voiture, confort des sièges, etc., on est à un niveau en dessous en fait. Voilà, donc faut le savoir, et puis faut quand même foncer, hein, je pense. La Tesla, ça reste quand même à ce prix là en fait une très très bonne voiture. Il y a plein de choses en fait. Enfin moi là je suis sur une vieille voiture, enfin je suis dans mon ancienne voiture, et là on a un écran qui est même pas tactile, hein, donc je suis obligé d'utiliser une molette ici pour faire tourner l'écran, donc c'est plein de petits trucs, hein. Donc mon ancienne voiture, comme j'ai dit en préambule, aucune voiture n'est parfaite, et donc moi j'ai fait un gap en passant donc de la CLA Shooting Brake, qui date de 2015, hein, quand même, donc elle a déjà 6 ans, à un modèle qui a été restylé en 2021, et qui embarque plein de nouvelles technologies, quoi. Voilà, donc ça c'était mon point de vue sur tout ça. Je vais vous montrer un tout petit truc là sur la Mercedes quand même. C'est que la Tesla, au niveau du tableau de bord, ça c'est la même chose que Tesla en fait. Ou alors plutôt que Tesla a la même chose que nous. Donc ici on a également donc le commodo pour les vitesses, hein, marche avant, marche arrière. Et ici parking. Et là ici j'ai un espace complètement vide pour faire des rangements. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour la Mercedes. Voilà, j'ai un petit peu de mal à vous quitter parce que je fais plein de vidéos et j'aime bien parler, et bon, il faut quand même qu'on se dise au revoir. Je vais vous dire au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, et je vous dis à très prochainement sur une autre vidéo. Au revoir.